Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 2 mai 2025, donc c'est en plus une belle journée de soleil, au moins ici, à Place Diouville, dans le Vieux-Montréal. Et puis, est-ce qu'il y a des choses intéressantes à parler pour le marché? Il y avait ce matin des statistiques concernant, là, parce que c'est le premier vendredi du mois, donc le premier vendredi du mois, il y a toujours des statistiques américaines sur combien d'emplois ont été créés, et on a créé pas mal d'emplois. Et donc, pour dire que l'économie américaine va bien, malgré le fait qu'on parle toujours des tarifs et puis tout ça, mais enfin, en termes d'emploi, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et donc, le marché s'est mis à continuer à monter. Donc, il y avait juste il y a 3 semaines à peu près, ça semblait la catastrophe pour tout le monde. Aujourd'hui, ça a l'air que oui, ils sont toujours là, les histoires des tarifs, mais quand même, on considère pas ça peut-être, ou on s'habitue à l'idée, ou on pense qu'elles vont disparaître, ou on pense, on va voir. Enfin, le- est-ce que ce monsieur Trump a raison ou non de mettre des tarifs? C'est difficile à dire. Du point de vue économique, strictement d'économie, si on parle d'économie comme la science économique, même que c'est pas une science, mais euh, il a tort de faire ça. Mais en réalité, c'est-à-dire ça nuit à l'économie, les tarifs. Mais en réalité, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Parce qu'en réalité, moi, je me souviens, il y a 50 et quelques années, il y avait, c'est presque 50 ans, il y avait, par exemple, je me souviens, je fais un plein d'essence avec ma voiture à 8 cylindres. Imaginez, à l'époque, c'était des voitures comme ça, à 8 cylindres. Et puis, le dernier plein que j'ai fait à un prix finalement très abordable pour l'époque, c'était 27 sous US pour un gallon impérial. Et un gallon impérial était 4 litres et demi d'essence. Donc imaginez 4 litres et demi d'essence pour 27 sous. Bien que 27 sous de l'époque valait beaucoup plus que les 27 sous aujourd'hui, mais ça reste quand même que c'était un prix ridiculement bas. Après, ce n'est toute la crise du pétrole et tout ça. Et pour le moment, pourquoi Trump ne demande pas plutôt que le pétrole se mette à descendre et puis pour revenir à des niveaux comme c'était dans le passé? Enfin, on verra tout ça. Il y a beaucoup de choses à... C'est pas que son idée est mauvaise, mais elle est probablement bonne aussi, mais enfin, c'est nouveau. C'est une nouvelle aventure, cette histoire des tarifs. Finalement, conclusion, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de la théorie de la dépendance. C'est une vieille théorie, je dois vous dire. Pour ceux qui ont la mémoire, finalement, de ça, c'est-à-dire ceux qui ont un âge assez avancé comme moi, finalement, la théorie de la dépendance était simplement, c'est quand il y a eu la décolonisation, qui est née après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire tous les pays européens qui avaient des colonies, ils les ont dû laisser libres comme pays, et est née une sorte de, comment dire, c'est-à-dire le propriétaire, si on peut dire comme ça, le propriétaire de la colonie, il s'en va, c'est-à-dire le pays européen, il s'en va, mais quand même, il est toujours enraciné là. Et finalement, il exploite apparemment toujours le pays, malgré le fait que le pays est devenu indépendant. Donc, la théorie de la dépendance, c'est la dépendance à des pays, mettons, dites du tiers-monde, en moins à l'époque, on les appelait comme ça, lesquels finalement sont dépendants de la maison, du propriétaire, si on peut dire, du territoire, et c'était les Européens. Oui, et donc, finalement, ça n'a rien changé. C'est ça que ça voulait dire, la théorie de la dépendance. Oui, les pays se sont libérés politiquement, mais en réalité, ils sont toujours exploités par les compagnies finalement européennes et puis tout ça et ailleurs. Donc, la théorie de la dépendance, juste pour vous dire de quoi il s'agit concrètement, c'est une critique des relations nord-sud. Donc, c'est une économie du développement. C'est-à-dire, quand les colonies se sont libérées, elles sont devenues autonomes. Est-ce qu'elles ont été capables de développer leur propre production et tout ça? Apparemment, non. Mais le nom vient aussi du fait que l'ancien patron de l'endroit, finalement, n'avait pas intérêt que le pays qui était colonie se développe, et c'était mieux de l'exploiter en termes de matières premières, exporter ces matières premières en Europe, par exemple, et les faire travailler en Europe. Un cas typique, c'est le chocolat. Imaginez, il y a un pays, par exemple, comme le Ghana, qui produit beaucoup, beaucoup de chocolat. Et puis, mais finalement, est-ce que, quand je dis du chocolat, en réalité, c'est les grains de chocolat, la récolte de chocolat.
Mais cette récolte de chocolat n'est pas travaillée au Ghana. Et elle est travaillée peut-être en Suisse avec des tablettes de chocolat. Donc, qui gagne là-dedans, apparemment c'est la Suisse avec ses tablettes plutôt que le Ghana. Et c'est ça la théorie de la dépendance, juste pour mettre un exemple concret. Donc, la deuxième page, il dit, elle a apparu donc dans les années 60 à 70. Elle est développée par des économistes soi-disant du tiers-monde, c'est-à-dire de l'Amérique latine. Elle s'inscrit en opposition aux théories libérales du développement, comme la théorie de la modernisation. L'idée, c'était que si on laissait faire le pays libéré, lui, il aurait accepté comment dire, le capitalisme et développé tout ça. Mais le capitalisme, en réalité, c'est une invention européenne. Et donc, c'est pas exportable aussi facilement comme on pensait à l'époque. Donc, postule que les pays en développement sont maintenus dans un état de sous-développement par les pays développés. Justement, à penser l'histoire du chocolat. Donc, les grains de chocolat sont chargés sur le bateau et puis le bateau s'en va en Europe. Et là, on fait les tablettes de chocolat soi-disant belges, soi-disant suisses ou françaises. Et en réalité, le pays à l'origine qui a donné le cacao, lui, n'a rien. Donc, c'est ça la théorie finalement du problème entre le Nord et le Sud. Le contexte historique, il vous dit donc, c'est justement, comme je vous disais, la décolonisation après 1945, la croissance inégale, donc entre Nord et Sud, parce que le Nord avait, par exemple, un taux de change fixe au départ jusqu'à 1973, à peu près le taux de change était fixe. Par exemple, dollar canadien, dollar US, ça prenait, je pense, 93 sous US pour faire un dollar canadien. Et ça, c'était fixe. Donc, le Nord s'est développé beaucoup avec une sorte de marché commun, sans être marché commun, mais le Sud, non. Voilà. Donc, échec des politiques de développement inspirées du modèle occidental. Est-ce que c'est un échec? Est-ce que les pays libérés des colonies avaient la capacité de produire eux-mêmes? Apparemment, non, ils n'avaient pas la culture, ils n'avaient pas la formation. Donc, c'est comme si vraiment le pays libéré, prenez par exemple le Congo, je ne sais pas, ce sont des pays dans lesquels, c'était le pays finalement dans lequel plein de matières premières, mais qui les exploitait, c'était les Occidentaux. Et surtout l'Europe, c'était. Concept clé, donc centre et périphérie. Le monde est divisé entre pays industrialisés et pays dominés. L'échange est inégal. Les pays périphériques exportent des matières premières à faible valeur ajoutée, comme c'est le cacao du Ghana, et importent des biens manufacturés à forte valeur ajoutée. Donc, si le Ghana a besoin de voitures, ben, il faut qu'il importe des voitures. Mais les voitures sont faites, par exemple, en Europe ou ailleurs. Donc, dépendance structurelle. Les économies du Sud sont configurées pour servir les intérêts du Nord. Et ça, c'était la théorie, finalement. La théorie de la dépendance, c'est que le Sud, malgré libéré comme colonie et tout ça, moi je parle surtout de l'Afrique, et finalement, ils étaient dépendants du Nord. Est-ce qu'on peut dire la même chose de l'Amérique latine? Peut-être moins, mais parce qu'ils n'étaient pas finalement des colonies. Mais en réalité, c'est à peu près c'est le même principe. C'est-à-dire, le Nord arrivait, faisait exploit, il utilisait les matières premières, par exemple au Chili avec le cuivre. Le cuivre, le Chili est un gros producteur de cuivre. Mais le cuivre était pris, je crois, par des multinationales. Et puis finalement, au Chili, il ne restait pas grand-chose. On parle des années 70. Donc, les mécanismes de la dépendance. Donc, spécialisation forcée dans l'exportation de matières premières. Imaginez l'histoire du cacao. La population est là pour servir la récolte du cacao, mais c'est sous détérioration des termes de l'échange. C'est-à-dire, une fois qu'ils ont produit le cacao, il faut le vendre, mais finalement, celui qui l'achète, il met le prix qu'il veut, là, à son avantage. Transfert des profits vers le nord, exploitation capitaliste, on dit ça. Mais c'est pas correct de parler d'exploitation capitaliste. Le capitalisme en tant que tel n'exploite pas. C'est les gens qui ne savent pas le traiter comme il faut. Enfin, c'est un grand discours, là. Mais si ça vous intéresse de connaître un peu le capitalisme, il faut lire Friedman, qui a écrit un très beau livre dans les années 60, qui encore aujourd'hui est lisible. Si un jour ça vous intéresse, écrivez-nous, puis je vais vous en parler. La dette extérieure,
et conditionnel et conditionnalité des prêts. C'est-à-dire les pays libérés comme colonies, en plus, empruntent de l'argent pour fonctionner. Naturellement, est-ce qu'ils sont à la hauteur avec cet argent emprunté de l'utiliser d'une façon au service de la population? Dans un pays dans lequel il manque une culture là-dedans, c'est difficile. Donc, l'objectif de la théorie, comprendre pourquoi les pays du Sud restent pauvres malgré l'aide et le commerce. Mettre en lumière les mécanismes d'exploitation et de domination, proposer des alternatives au développement fondé sur le capitalisme occidental. C'est que malheureusement, il n'y a pas de, comment dire, d'alternative. Le capitalisme comme tel, c'est laisser la liberté aux gens de produire. Mais il faut aussi avoir une culture pour ça. Euh, donc, l'Europe a fait tout ça, mais ça lui a pris quand même des siècles. Proposition de politique, déconnexion partielle du marché mondial, industrialisation par substitution aux importations. Mais ça devrait, c'est-à-dire une compagnie qui, mettons, elle mange du chocolat, ben, elle devrait faire le chocolat dans son pays dans lequel on produit le chocolat. Et c'est ça, industrialisation par substitution aux importations. Donc, un renforcement du rôle de l'État et coopération sud-sud, pardon, entre les pays du Sud. Est-ce que tout ça, c'est des propositions, mais finalement, critique de la théorie, accusé de déterminisme, le sous-développement serait inévitable. C'est pas vrai, mais quand même, c'est une accusation, c'est ça. Échec de nombreuses politiques de Easy, qui est justement ce qu'on a dit dans la page précédente, c'est-à-dire l'industrialisation par substitution dans les années 1900. Donc, échec de nombreuses politiques d'Easy dans les années 1980. Donc, on a essayé de faire, par exemple, si on fait des voitures en Europe, peut-être on pourrait faire mettons, une filiale de production de voitures, mettons, au Sénégal. Mais ça n'a pas marché. Je ne sais pas s'ils ont fait ça, mais disons, mais ça n'a pas marché. Donc, c'est tout. Donc, ils négligent les facteurs internes, c'est-à-dire la corruption, la mauvaise gouvernance. C'est-à-dire, ce n'est pas toujours la faute de l'Occident, c'est le fait qu'à l'intérieur du pays, il n'y a pas la culture pour arriver à assumer le capitalisme d'une façon équilibrée. Donc, ignoré ou rejeté par les institutions financières internationales. Donc, finalement, on n'y croit pas à ça. On ne pense pas que le pays sous-développé reste sous-développé. C'est à lui d'apprendre aussi à se développer. Est-ce qu'il faut l'aider? Oui, il faut l'aider, mais là aussi, personne n'a aidé l'Europe ou l'Amérique à se développer. Ils se sont développés tout seuls, là, par capacité personnelle et par souffrance et par lutte et puis à travers les siècles. Donc, héritage et pertinence aujourd'hui, c'est inspiratrice de mouvements altermondialistes, qui ne veut rien dire finalement, encore influente dans les études critiques du développement, mais on y croit de moins en moins finalement que c'est l'offre. Beaucoup de fautes finalement, pourquoi il y a ça, cette différence entre Nord et Sud, c'est que le Sud, pour le moment, il est encore incapable de s'assumer. C'est ça que ça veut dire. Question de la globalisation actuelle et les nouvelles formes de dépendance. C'est-à-dire là, aujourd'hui, il y a le côté écologique aussi, le côté finalement de l'électronique, finalement, des ordinateurs et puis tout ça. Finalement, la conclusion, c'est que la théorie de la dépendance remet en question le récit dominant sur le développement. Oui, ça dépend de la zone du pays, enfin de la planète. Elle offre une grille de lecture utile pour comprendre les déséquilibres mondiaux persistants. Et malgré ses limites, elle continue de nourrir les débats sur la justice économique internationale. Justement, ça parlait beaucoup de tout ça dans les années, encore une fois, 60, 70, peut-être 80. Mais au fur et à mesure qu'on s'éloigne du moment dans lequel les pays ont été libérés, disons, de l'aspect colonial, finalement, plus on s'éloigne de là, moins on critique finalement l'Occident d'avoir créé ça. Ou enfin, de créer, oui, mais d'avoir perpétué ça. Un exemple typique, c'est par exemple Singapour. Quand les Anglais se sont retirés de Singapour, Singapour, c'était rien, vraiment zéro. On ne pouvait pas avoir une place moins confortable pour vivre. Aujourd'hui, Singapour, c'est un modèle de réussite dans tous les sens. Et c'est aussi finalement l'endroit où, je sais pas,
l'assurance maladie est encore la meilleure au monde, apparemment, de qu'est-ce que j'ai lu. C'est-à-dire, c'est les locaux qui ont été capables de faire tout ça. Donc, c'est un gros problème, finalement. Par exemple, typiquement, moi, j'enseigne à l'université et je vois beaucoup d'étudiants qui sont étrangers. Parfois, la classe est faite à 9 dixièmes de gens qui viennent d'autres pays. Ces pays-là sont des pays qui étaient autrefois, pour la plupart des cas, des colonies. Et puis, et comment ça se fait que les parents, au lieu de développer dans leur pays, finalement, les capacités de produire, ils envoient leur enfant ici. Et les enfants ici apprennent, mais eux, quand ils reviennent en arrière dans leur pays, on les voit mal parce qu'ils sont trop cultivés. Donc, finalement, ils préfèrent rester au Canada. Finalement, même cet aspect-là d'émigration, finalement, d'intelligence et tout ça, va encore à l'avantage du pays dans lequel ces jeunes arrivent. Mais le Canada s'enrichit, par exemple, de ces jeunes-là. On les a formés ici. Et puis, on peut les employer ici. Donc, ça, c'est une merveille. Qui va payer pour tout ça? Ce sont les parents dans leur pays d'origine. Imaginez. Donc, c'est une continuation de ce nord-sud, en quelque sorte. Mais la faute, elle est où? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, on laisse le marché et puis l'économie fonctionner comme elle veut, là, puis on verra qu'est-ce que ça va donner par la suite. Mais cette histoire nord-sud, ça existe encore aujourd'hui, à des niveaux différents de ce que c'était dans les années 70 et 80. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui.